Bonjour Edouard, Bonjour Cédric. très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de l'Iran à nouveau en ouverture. On en a parlé longuement lors de notre dernière vidéo, mais je souhaiterais revenir sur différents aspects. Et dans un premier temps, à vous féliciter, parce que je pense que vous avez été un de ceux qui... alors peut-être que vous avez plus de cartes en main, je ne sais pas, mais je crois que l'analyse était très lucide et dépassait de loin ce que j'ai pu entendre et voir par ailleurs. Donc je vous en remercie. Ce qui est important, je crois, de comprendre, c'est que d'abord, il faut risquer une analyse et une anticipation. Et quand on prend ce risque, on peut se tromper. Voilà. Donc, il se trouve que là, apparemment, le déroulement des événements me donne raison. Il y a apparemment une certaine solidité du régime iranien. Il y a d'autre part une grosse hésitation américaine et il semble que Trump ait imposé à Netanyahou la poursuite des négociations. Alors, sous quelle modalité ? Entre ce que Trump dit et ce qu'il fait, il y a souvent un décalage, mais voilà, on en est là. Vous sous-entendez, enfin vous dites même assez clairement, que Netanyahou était parti à Washington, où il était encore hier soir, je crois, mercredi, pour faire entrer les Américains dans une guerre ouverte contre l'Iran et que Trump lui ait dit, écoute, on va encore se donner une chance ? En tout cas, Trump a communiqué sur la continuation des négociations. Et par ailleurs, ça nous amène sur le sujet des relations extrêmement compliquées entre Trump et Netanyahou. Parce que il est assez facile d'avoir des thèses caricaturales. Je voyais des messages disant le président à propos de Netanyahou qui descend de son avion, le président des États-Unis vient rencontrer Donald Trump. Donc la thèse selon laquelle ce serait le lobby israélien qui mènerait la politique américaine. En fait, quand on regarde bien, les relations entre Trump et Netanyahou sont extrêmement complexes et elles sont extrêmement tendues depuis toujours. Parce que, si vous voulez, c'est vrai que Trump défend les intérêts d'Israël, c'est vrai que Trump est on peut le classer parmi les sionistes chrétiens sans l'aspect peut-être apocalyptique, mais en tout cas c'est un chrétien pour qui la question du soutien à l'État d'Israël inconditionnel ne se pose même pas. Inconditionnel, sauf que pour Trump, ce qui est inacceptable, c'est que les États-Unis ne soient pas les patrons. Et même si on défend Israël, on le défend comme le président des États-Unis le veut. Et en fait, Netanyahou n'a jamais aimé ça. D'ailleurs, le 7 novembre 2020, alors qu'il y a toute la controverse sur la réélection de Trump ou l'élection de Biden, c'est Netanyahou qui fait basculer l'opinion des gouvernements du monde en étant le premier à reconnaître l'élection de Biden. La preuve qu'il n'aimait pas Trump, qu'il avait déjà à l'époque, en 2019, frustré d'une guerre contre l'Iran. Et puis moi je me demande si Netanyahou il est venu seulement pour parler d'Iran. Je pense qu'il y a le dossier Epstein ou Epstein comme on veut à l'américaine qui est une réalité très embarrassante pour le gouvernement israélien. On va peut-être en reparler. Et il est peut-être venu parler de ça aussi, puisque il y a toutes les chances que le nom de Netanyahou soit aussi dans les dossiers Epstein, mais caviardé par le ministère de la Justice. Bon, et Netanyahou n'a pas l'air si tranquille que ça sur le sujet. Oui, on nous parle de 3 millions, je crois, de documents qui auraient été livrés... 3 millions de pages. Qui ont été livrés à la presse, puisque finalement... à tout le monde, à tout le monde. Vous pouvez y aller sur le site du ministère de la Justice américain et vous allez avoir accès direct aux documents. Ça, c'est une des grandes forces des États-Unis, c'est quand ils déclassifient des archives. Et vous pouvez commencer vos recherches. Alors, il y a 3 millions de pages. Si j'ai bien compris, il y a encore au moins 2 millions de pages qui seront publiées dans un deuxième temps. Mais on en parlera sans doute tout à l'heure. C'est quelque chose qui va occuper l'opinion pendant des années. Parce que tout le monde qui s'intéresse à la vie publique va vouloir aller voir dedans.
Oui, ça va très très loin. Il ne s'agit pas uniquement d'un chantage sexuel. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un système finalement de corruption généralisée, mais pour obtenir des informations sur tous les sujets économiques, politiques et de toute nature. Alors, effectivement, les dossiers Epstein sont des dossiers qui touchent à toutes les choses horribles dont on a parlé, de pédophilie, même de meurtre, de personnes qui avaient d'abord été prises comme des objets sexuels. Enfin, on est dans un univers digne, si j'ose dire, du marquis de Sade. Hein. C'est pas de dire non plus que c'est nouveau. Arriver à un certain degré de richesse, les milieux dirigeants occidentaux sont capables de toutes les turpitudes, et le marquis de Sade, aristocrate désœuvré de la fin de l'Ancien Régime, avait imaginé beaucoup de ce qu'on nous révèle dans les dossiers Epstein. C'est-à-dire on a voulu y voir de la littérature. Aujourd'hui... Mais Sade, c'est... Alors, ça serait un autre sujet, il faudrait faire une émission sur Sade. D'abord, Sade, c'est pas du tout la transgression qui fait frissonner les milieux parisiens. Sade, c'est pas de l'érotisme comme on le prétend. C'est l'apologie de la violence. Alors, ce sont des orgies de violence qui peuvent procurer du plaisir aux héros de Sade, un plaisir de type sexuel, mais c'est surtout, par les développements philosophiques, Sade est le premier fasciste. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est le premier suprémaciste occidental. Il fait l'apologie du droit du plus fort et du droit que la nature donnerait au plus fort d'écraser les faibles. Et il y a tout dans les développements philosophiques de Sade. Il y a aussi le racisme occidental dans sa forme la plus dégoûtante. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse de ce point de vue-là, c'est que Sade a anticipé une partie de l'évolution occidentale. Et finalement, on peut dire le fascisme, le nazisme dans les années 20 et 30 étaient des systèmes qui n'avaient pas d'obsession sexuelle comme on en trouve dans Sade. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que j'appelle moi le fascisme gris ou le néofascisme occidental, qui en fait s'est déclenché dans les années 70 avec la destruction du système monétaire et l'avènement de la monnaie de papier, eh bien, ce système-là, il boucle la boucle, c'est-à-dire il retrouve aussi les obsessions d'orgie sexuelle, d'orgie de violence de Sade. Il est complet. Alors ça, pour répondre à votre question... On a vu sur l'île d'Epstein certaines des victimes qui aujourd'hui témoignent, qui évoquent un suprémacisme qui est revendiqué de la part de ces élites qui venaient violer des pauvres paysannes blanches. Et puis en même temps, il fallait pas que les femmes soient noires, etc. Donc on a tout en fait. C'est vraiment le pire du monde occidental. Et je dirais, alors entendons-nous, parce que l'Occident a pu être une grande chose au Moyen Âge. Mais c'est le pire du monde occidental devenu athée et amoral, voire revendiquant la moralité, l'absence d'éthique, même le choix du mal comme la valeur suprême. Quelque part, celui de la Pax Americana après la Seconde Guerre mondiale et le nihilisme matérialiste. Alors, ce qui est compliqué, c'est que la Pax Americana, dans les années 50-60, elle a aussi des effets stabilisateurs, et puis Eisenhower et Kennedy sont en fait les deux derniers présidents qui défendent vraiment un intérêt national. Après ça, effectivement, on a le basculement dans ce qu'on appelle la présidence impériale. On a la révolte des élites pour parler comme Christopher Lasch. Mais finalement, Epstein, c'est l'aboutissement de cette révolte des élites. Et cette révolte des élites, elle n'est pas simplement sécession vis-à-vis des classes populaires, elle est aussi révolte contre tous les codes éthiques qui fondent l'humanité.
Et au fond, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, dans ce scandale, c'est que on n'est pas étonné que des gens qui aient eu des pratiques dignes effectivement des 120 jours de Sodome de Sade soient les mêmes qui aient tué directement ou fait tuer les enfants de Gaza ces 2 dernières années, parce que d'un côté c'est privé, de l'autre c'est public, d'un côté c'est assumé pleinement, ouvertement dans les dossiers, de l'autre c'est nié, comment un génocide, mais de quoi parlez-vous? Mais au fond, c'est cette classe dirigeante occidentale centrée sur les États-Unis qui est le moteur de toute cette horreur. Et si on utilise l'expression de révolte des élites de Christopher Lasch, cette révolte des élites, c'est une révolte sociale, mais c'est aussi une révolte éthique. On est finalement prétendument au-delà du bien et du mal, avec des surhommes nietzschéens. Alors je sais que les spécialistes de Nietzsche vont me dire que je l'interprète pas comme il faut, mais lisez Nietzsche et lisez-le en allemand et ça calmera votre sens de la nuance. Et au fond, quand on est par-delà le bien et le mal, ça veut dire qu'on a choisi le mal. Il faut appeler les choses par leur nom. Et parce que on peut pas aller au-delà du bien et du mal. Soit on choisit le bien, soit on choisit le mal. Soit on choisit la vie, soit on choisit la mort. Et effectivement, les dossiers Epstein illustrent malheureusement et a posteriori l'immense lucidité du pape Jean-Paul II, qui à peine le communisme était-il tombé, avait averti l'Occident, mais ça, personne n'avait voulu l'écouter, on trouvait ça très bien quand il critiquait le communisme, mais en revanche, quand il a dit qu'une culture de mort s'était emparée de la civilisation occidentale, il avait malheureusement entièrement raison, et les dossiers Epstein le prouvent d'ailleurs. Epstein avait développé dans les dernières années de sa vie une véritable obsession de destruction de l'Église catholique. Et c'est étonnant de voir des combinaisons improbables. Il échangeait avec Steve Bannon sur la possibilité de compromettre le pape François et de ternir sa réputation, voire de le renverser. Ça m'avait complètement échappé. Ah, mais il y a tout, en fait. C'est-à-dire qu'on a 3 millions de pages. Moi, j'ai fait quelques sondages à partir de noms que j'ai mis dans le moteur de recherche. Puis j'ai regardé aussi des séries de dossiers comme ça pour. En fait, il faudrait, s'il y avait une université digne de ce nom et vraiment indépendante, elle ferait travailler là-dessus. Elle montrait tout de suite un projet de recherche là-dessus, parce que il faut d'abord tout lire. Alors, on a des gens qui sont passionnés par la question, puis qui pensent qu'il y a une transparence qui va grâce à ça, il y a une vérité qui va apparaître, et donc on peut penser que sur quelques années, on saura tout. Il y a des gens qui auront tout lu. Et ça va avoir un effet terrible. Oui, cette vérité, en tout cas, elle ne viendra pas de France. On se souvient que l'appartement de Epstein avait été perquisitionné en 2019, que toute la procédure s'était arrêtée suite je crois, à la mort d'Epstein, dans un premier temps, puis à la mort d'un de ses rabatteurs, Brunel, voilà, qui se faisait appeler Brunel. Aujourd'hui, est-ce que les quelques noms qui sont sortis en France vont servir à couvrir l'ensemble des protagonistes de cette affaire, ou est-ce que l'affaire est de toute façon trop importante pour que le volet français, lui aussi, finisse par exploser? Ah oui, alors on a bien vu la sinistre comédie cette semaine où finalement Jack Lang est devenu le bouc émissaire. On essaye, mais ça va pas fonctionner. Alors Jack Lang c'est un secret de polichinelle, a énormément de choses à se reprocher. C'est quelqu'un qui a pas la conscience tranquille, mais
voilà, on a essayé de le charger cette semaine. Et puis, bon, il a fini par démissionner de l'Institut du monde arabe, la direction de l'Institut du monde arabe. D'autres noms sont sortis. Il y a, par exemple, le PDG ou l'ancien PDG d'une grande entreprise française qui a passé une semaine à faire du damage control, comme on dit aux États-Unis, parce que son nom apparaît un certain nombre de fois dans les dossiers. Je crois qu'en fait, tous ces milieux dirigeants qui ont voulu la mondialisation, la globalisation, ben là, ils ont la globalisation Epstein. C'est-à-dire que ce pauvre Juppé qui parlait il y a quelques années de mondialisation heureuse, ben là, on a on va avoir un effet boomerang de cette mondialisation heureuse avec les dossiers Epstein qui vont effectivement revenir comme un boomerang dans le visage des milieux dirigeants français. Vous avez tout à fait raison de souligner que la justice française, finalement, elle avait mieux à faire que de s'occuper des dossiers Epstein, puisqu'il s'agissait de tuer politiquement toutes les personnalités de droite. François Fillon, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, c'est plus important que de traiter les dossiers Epstein, c'est bien connu. Bon, donc moi je tiens à saluer d'ailleurs le sens aigu de la priorité des juges en France. Et c'est intéressant que le procès en appel de Marine Le Pen se passe au moment où ces dossiers sortent. On voit bien, on a un petit monde parisien qui vit dans sa bulle, et qui voudrait bloquer. Sauf que vous avez voulu la mondialisation, ben vous l'avez. Et la mondialisation, aujourd'hui, ça va être la mondialisation de la vérité, en fait. C'est ça qui se passe. Parce que il y a une autre dimension dont je suis étonné que personne ne prenne conscience. C'est que jusque-là, avec une certaine hypocrisie, les milieux dirigeants chinois, russes, indiens, iraniens, latino-américains, au Brésil, ailleurs, tous les grands pays qui constituent les BRICS et d'autres réseaux, ils avaient fait semblant qu'il y ait juste un décalage entre les propos et les actes des dirigeants occidentaux. Mais là, ils peuvent lire. D'ailleurs, les dirigeants savaient, les dirigeants des autres grandes puissances, ils savaient. Ça leur permettait sans doute de tenir les dirigeants occidentaux. Mais on ne se rend pas compte que désormais, un membre de l'actuelle classe dirigeante qui va aller négocier quelque chose en Chine, en Inde, au Brésil ou ailleurs, mais s'il a le moindre réflexe d'arrogance, la moindre exigence, etc., on lui dira, mais on n'en a rien à faire de ce que vous voulez. Vous savez qui vous êtes? Et ça, c'est absolument terrible. C'est-à-dire que c'est le déclin de l'Occident, de cet Occident-là qui est programmé, et qui va avoir lieu sous nos yeux. C'est-à-dire que l'affaire Epstein, en fait, c'est la chute de l'Occident. Moi, j'y vois quand même une vaste affaire de chantage. Il a bien fallu qu'il vienne de quelque part, ce Epstein. Il a commencé par prof de maths, il se retrouve à gérer la fortune, je crois, du PDG de Victoria's Secret, mais je crois l'entièreté de sa fortune, ce qui déjà paraît complètement délirant. Il devient très proche aussi de tout l'univers Estée Lauder, de tous ces gens-là autour de New York. Comment a-t-il pu passer tous ces pare-feux? Comment cet homme-là était-il seul? On a vu qu'il était avec Madame Maxwell aussi, rapidement. Donc, il y a autre chose autour. Ah ben, alors, en fait, l'origine est assez bien connue. Bon, je vais décevoir ceux qui pensent que c'est les Russes, hein. Non, c'est une opération froidement planifiée par l'État d'Israël pour empêcher les États-Unis de faire appliquer le droit international. L'origine, c'est ça. Alors, comment ça commence? Bill Clinton était ce qu'il était, il est ce qu'il est, mais il a, à sa manière, voulu faire avancer la cause de la paix au Proche-Orient. Il y a eu les accords d'Oslo,
Et après ça, malgré l'assassinat de Rabin, Clinton a essayé. Il y a eu les négociations de Camp David, il y a eu, bon. Et les Israéliens ont été paniqués par même le début du commencement d'une application de l'idée qu'il devait y avoir deux États. C'est quand même ce qui a été prévu par l'ONU en 1948, 47-48. Bon. Et qu'ont-ils fait? Tout le monde connaissait les mœurs de Bill Clinton. Eh ben, que faire? Ben, le compromettre encore plus du point de vue de ses mœurs. Et puis, finalement, comment tenir le Parti démocrate? Parce que la première cible a été le Parti démocrate. Et comment le tenir? Eh ben, en le compromettant massivement. Donc c'est, les gens aiment bien utiliser les termes russes, c'est une magnifique, si j'ose dire, opération de compromat, comme on disait à la grande époque du KGB, mais pas montée par les Russes ou les ex-soviétiques, montée par l'État d'Israël. C'est de la froide raison d'État. Et après ça, comme visiblement Epstein était assez doué pour créer des réseaux et que par ailleurs il venait du monde de la finance, il a été prof de maths au départ, mais il est passé par le monde de la finance, il a fait ces armes-là et qu'il avait une certaine capacité à réseauter, eh bien il semble bien que on lui a donné, on lui a ouvert des lignes de crédit pour tout ce qu'il voulait. Donc effectivement, vous faisiez allusion à Ghislaine Maxwell, la fille de Robert Maxwell, dont il est connu que c'était un agent multiple, puisqu'il travaillait pour le MI6, il travaillait pour le Mossad, et il travaillait aussi pour le KGB à l'époque soviétique. Bon, donc on est effectivement dans un roman d'espionnage assez gore, enfin sauf que c'est pas un roman, c'est la réalité. Et on est au pire de ce qu'on pouvait imaginer. Mais il faut bien comprendre que effectivement, au départ, c'est une opération montée par l'État d'Israël pour empêcher le Parti démocrate américain de faire avancer la cause des deux États. Et ensuite, ça a pris des dimensions comme le système fonctionnait et comme il y a de plus en plus de dirigeants occidentaux du business ou de la politique qui étaient attirés par les orgies epsteiniennes, eh bien, c'est devenu un véritable système dont vous soulignez tout à l'heure que ça a touché énormément de sujets, énormément de problèmes que on s'est demandé il y a quelques jours si Keir Starmer n'allait pas démissionner immédiatement parce que visiblement il est compromis. On pense que il va y avoir beaucoup de secousses dans le système français et on n'est pas étonné, mais en même temps on est étonné que Madame Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, refuse qu'il y ait une commission d'enquête sur le sujet, et ça va aller vers d'autres pays effectivement, et on va avoir une espèce de cartographie des milieux dirigeants et des réseaux qui ont été agis par le système Epstein, qui était en fait un système de pouvoir, un système d'espionnage, un système de compromission par les mœurs, un système de corruption financière. C'est assez gigantesque. Merci Édouard pour cette analyse, ces éclaircissements. Je pense que les éléments que vous nous avez apportés nous aideront à y voir plus clair dans les semaines prochaines. Il y a quelques clés. Je voudrais insister sur quelque chose, c'est que on sous-estime l'impact que va avoir cette affaire Epstein dans les mois et les années qui viennent. Là, nous en parlons. J'ai essayé de poser le cas, de donner l'origine, mais l'impact va être terrible. Gorbatchev avait voulu faire la transparence sur le système soviétique, mais en fait, on savait à peu près toutes les turpitudes du système soviétique. Là, on découvre tout d'un coup l'étendue de la corruption des milieux dirigeants occidentaux. Et si vous voulez, alors je parlais du mépris que vont avoir les autres pays, les autres puissances, le reste du monde, mais les sociétés
vont y trouver des motifs de se révolter. Parce que si c'est ça nos dirigeants, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Je pense à un exemple fabuleux. Le président du comité du prix Nobel est lui-même particulièrement incriminé dans les Epstein Files. Vous voyez, et donc ça va, mais expliquer aux Gilets jaunes que le système politico-médiatique qui a donné l'ordre de les faire matraquer, c'est un système dont certains membres, voire beaucoup de membres, se livraient aux turpitudes organisées par Epstein. Enfin, il faut voir l'impact que ça va avoir, et ça peut casser nos institutions, ça peut aussi aider à régénérer la démocratie.